Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et donc on va voir la morsure du chien chez l'homme, mais aussi la morsure du chien chez les chiens et chez les animaux. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à nouveau avec Sébastien, et je vais t'essayer de te représenter. Donc Sébastien Deleporte, vétérinaire à Nancy. Voilà, on avait déjà fait une vidéo ensemble sur le massage cardiaque chez le chien et le chat. D'ailleurs, je vous remets le lien de la vidéo si ça vous intéresse juste ici. Et donc dans cette vidéo, on va parler spécifiquement des morsures de chiens et de chats, parce que les chats mordent aussi. Déjà, est-ce que c'est fréquent? Très fréquent les morsures entre les animaux, notamment les chats, et un peu sur les propriétaires parfois, mais ça c'est aussi ton domaine. Oui. Et je te laisserai en parler. Alors c'est vrai qu'on en voit nous aussi assez régulièrement des morsures de chiens et de chats aussi, hein, donc les deux. Pour commencer, peut-être les morsures de chiens, ça peut arriver alors soit lorsque des animaux se rencontrent, c'est ça? Une bagarre d'animaux? Alors les chiens c'est essentiellement ça, c'est-à-dire soit c'est des animaux qui se rencontrent dans la rue et sur lesquels il y a des bagarres, mais la plupart du temps ça reste des animaux dans le même foyer qui se mordent. Pour une question de gamelle, d'interaction, de ce qui donne un peu de pouvoir, c'est la nourriture. Et donc, quand il y a un jeu de pouvoir sur la nourriture, il peut y avoir des bagarres. Ok. Et donc, imaginons, justement, il y a une bagarre de chiens dans la rue, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première chose, c'est se mettre en sécurité soi-même. Je pense que ça, c'est le plus important. C'est-à-dire ne pas prendre le risque de se faire blesser et d'aggraver un problème qui pourrait se passer qu'entre les deux chiens. Parce que ça, le réflexe qu'ont souvent les gens, c'est d'aller mettre la main pour séparer les chiens. Ça, on le voit assez régulièrement aux urgences parce qu'ils arrivent, ils ont des blessures. C'est la pire chose à faire. Mettre la main directement quand il y a une bagarre de chiens, c'est exposer ses mains et son visage, hein, parce qu'on a quand même le visage qui est proche des mains. Donc la meilleure chose à faire, c'est soit de prendre un objet pour pouvoir les séparer, ce que vous avez sous la main. Alors dans la rue, il n'y a pas forcément une chaise, à la maison c'est plus facile. Mais sinon, dans le pire des cas, c'est plutôt les jambes, si on veut mettre quelque chose. Et de toute façon, pensez bien que même si votre chien est très gentil, quand il se bagarre avec un autre chien, ce n'est plus le même chien. D'accord, et j'imagine que pour les chats, c'est la même chose. Pour les chats, c'est la même chose, sauf que les chats, souvent, on ne peut pas y accéder. Ça dure très peu de temps, une bagarre de chat. Oui, mais c'est d'une extrême violence, par contre. D'accord. Imaginons donc l'animal se sont séparés, notre animal est blessé, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le réflexe à avoir? Le premier réflexe, et c'est comme on vient de le dire, c'est se mettre en sécurité. La morsure fait que l'animal peut changer de comportement. Parce que c'est extrêmement douloureux. Et donc il faut s'arranger pour que l'animal ne puisse pas nous mordre ou réagir à nouveau. Donc soit avec une muselière, soit avec une ficelle qu'on peut mettre autour du nez du chien, soit éventuellement trouver des astuces, lui mettre le nez dans une manche ou quelque chose qui va lui permettre d'éviter ce ferment pour pouvoir regarder correctement les choses. Comme il y a un pelage, il y a quand même beaucoup moins de risques de morsure très grave en fait chez le chien. Par rapport à l'homme, je pense qu'on voit des choses beaucoup plus graves puisqu'on n'a aucune protection. Et donc la plupart du temps, pour observer ça, il faut se protéger soi. Et parce que du coup c'est plus difficile aussi, je pense, c'est de voir la profondeur ou l'importance de la blessure. Alors ça, de toute façon, ce sera évalué par un vétérinaire. Après, on peut, une fois qu'on s'est mis en sécurité, regarder en soulevant le poil et en regardant s'il y a un trou, si la peau a été perforée, si c'est juste superficiel. Et si la peau est perforée, de toute façon, toujours considérer que c'est une morsure qui peut potentiellement s'infecter, parce que la perforation de la peau, les germes contenus dans la bouche d'un chien ou d'un chat sont de toute façon des germes qui vont créer des abcès faciles. Je peux faire le comparatif chez l'homme, c'est des blessures en effet qui sont à haut risque infectieux, et que nous, systématiquement, tous les morsures d'animaux chez l'homme, et même morsures humaines aussi, parce que ça arrive que les hommes mordent et pas que les zombies. Donc là, ça se met d'emblée systématiquement sous antibiotiques en prévention d'une infection. Et donc chez l'animal, c'est la même chose, je suppose. Chez l'animal, c'est la même chose. Alors après, on va avoir des étapes qui vont être plus importantes, et c'est plutôt à faire par le vétérinaire, ou en tout cas par quelqu'un de compétent, c'est-à-dire enlever les poils, tondre. Pour enlever les poils, pour aérer un petit peu la plaie. Ah oui, donc il faut tondre quand même. Donc ça, c'est le vétérinaire qui tond l'endroit où il y a la plaie. Exactement, parce qu'en fait, les poils vont faire un effet cocotte-minute, c'est-à-dire que ça va s'agglutiner dans la croûte et ça va infermer l'infection. Et le but, c'est de justement garder le trou ouvert pour que ça puisse se drainer et ça puisse cicatriser. Exactement. Et là, du coup, je fais le parallèle aussi directement avec l'homme, parce que pareil, le risque, nous, c'est que lorsqu'on a une morsure avec une plaie au niveau d'un animal, donc un chien, on va jamais faire de suture, comme on suturerait normalement une plaie, quelqu'un qui se cogne la tête, ça saigne, on va aller faire 2-3 points de suture. Là, non, on laisse ouvert de la même façon pour éviter de refermer et d'enfermer les germes et d'avoir un risque d'un abcès secondairement. Donc exactement le même principe que font les poils, donc chez le chien, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et est-ce qu'il faut désinfecter? Parce qu'un des premiers conseils qu'on donne également ensuite, ça va être de désinfecter assez rapidement. Alors la première chose à faire, c'est déjà d'enlever les poils, parce que c'est vraiment ce qui va entretenir une infection potentielle, donc il faut enlever les poils. Une fois que c'est fait, effectivement on peut désinfecter, on évite les désinfectants qui vont piquer,
Donc on évite tout ce qui est à base d'alcool, qui est quelquefois un réflexe, et on va utiliser de la bétadine qu'on peut diluer ou pas pour désinfecter une plaie. Et si on n'a pas ça sous la main? On va voir le vétérinaire. On va voir le vétérinaire. Et ça, jour et nuit, il faut le faire assez rapidement, il faut éviter de... Alors ça dépend de la gravité de la blessure, bien entendu. Oui, il est préférable de réagir relativement rapidement pour éviter les risques infectieux. On se fait mordre par un animal, donc lorsque c'est son propre chien, normalement les vaccins sont censés être à jour. On est censé connaître un petit peu l'état vaccinal de l'animal. Si c'est un chien errant, par exemple, ou un animal donc on ne connaît pas le propriétaire et on se fait mordre par cet animal-là. La réglementation, puisqu'on va parler un petit peu de réglementation, en fait impose normalement quand il y a une morsure par un animal, que ce soit un chien ou un chat ou des griffures, de faire ce qu'on appelle des visites mordeurs chez le vétérinaire, c'est-à-dire 3 visites à 1 semaine d'intervalle pour vérifier qu'au moment de la morsure ou de la griffure, l'animal n'est pas porteur de la rage. Puisque c'est le risque principal, c'est la transmission de cette maladie. Le fait de faire ces visites permet au vétérinaire qui observe l'animal de valider que l'animal n'avait pas les symptômes de rage au moment où il a mordu. Quand c'est son propre animal, en général, on sait qu'il n'a pas la rage parce qu'on connaît les circonstances, mais ces visites restent obligatoires. Et quand c'est un animal errant, de toute façon, on ne peut pas forcément le faire si on n'a pas l'animal, et dans ces cas-là, c'est une prise en charge par les médecins que je ne maîtrise pas. Ok, merci Sébastien. Et est-ce qu'il y a encore des cas de rage en France à l'heure actuelle? Alors la France est indemne de rage depuis 2001, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cas de rage en France lié à un animal qui vit en France. Par contre, de temps en temps, on a un animal qui est importé d'un pays où il y a encore de la rage, qui peut déclencher de la rage. Et dans ces cas-là, jusqu'à maintenant, tous les cas ont été parfaitement circonscrits par les mesures sanitaires et le maillage des vétérinaires sur le territoire pour éviter que ça se diffuse. Donc on peut considérer qu'il n'y a plus de rage en France. Oui, donc c'est vrai que pour rappel, la rage, c'est une maladie qui est incurable lorsqu'on est atteint de cette maladie. Et donc c'est pour ça qu'on a une vaccination qui peut empêcher donc, le développement de cette maladie, mais de façon assez précoce. Donc lorsqu'on a un doute sur un animal justement importé, et on n'a pas le vrai statut vaccinal, on peut éventuellement donc aller sur une vaccination antirabique. Alors chez le chien et chez le chat, on peut faire une vaccination antirabique si on ne connaît pas le statut de l'animal qui a mordu, uniquement si l'animal était déjà vacciné contre la rage. S'il n'est pas vacciné contre la rage, on n'a pas le droit de le faire en primo-vaccination. D'accord, ok. Et donc, imaginons, donc voilà, mon animal a mordu, qu'est-ce qui se passe après? Une fois que l'animal a mordu, il y a une obligation réglementaire, donc une fois qu'on a mis en sécurité tout le monde, que lui il a été soigné si besoin, il y a une obligation réglementaire qui est de faire des visites mordeurs, donc 3 visites à 1 semaine d'intervalle pour vérifier qu'il n'est pas porteur de la rage, et depuis 2006, il y a une réglementation qui impose de faire une évaluation comportementale, c'est-à-dire de vérifier que l'animal ne représente pas de danger potentiel supplémentaire et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que ça ne recommence pas. Et donc, il peut y avoir des mesures qui peuvent être prises sur une euthanasie de l'animal. Alors, en cas de... l'euthanasie peut être décidée uniquement après l'évaluation comportementale et uniquement sur décision des autorités compétentes, c'est-à-dire de la part du maire ou du préfet. D'accord, ok. Ouais, et je reviens sur une autre question, du coup, je voulais me demander, au niveau des chats, parce que donc, des fois, il y a des chats qui se baladent, comment on peut savoir que le chat s'est battu? Parce qu'on n'a pas l'œil toujours sur le chat. En général, les morsures de chat sont extrêmement douloureuses, donc un chat qui s'est bagarré va revenir avec des symptômes de douleur, s'isoler, boiter, devenir agressif alors que d'habitude il l'est pas. Tout ça, ce sont des signes potentiellement de morsure, et il faut faire attention encore une fois de pas lui faire mal au point de risquer une réaction de sa part, et ensuite si on veut explorer ça, il faut toucher les zones qui sont potentiellement atteintes. S'il boite d'une patte, aller toucher la patte, et on retrouve dans les poils des croûtes, et c'est en général ces croûtes qui sont les impacts des crocs de l'autre chat ou des griffes de l'autre chat. D'accord, et est-ce que ça vaut le coup d'aller faire une consulte chez le veto dans cette situation-là? Si la boiterie est importante ou si ça dure plus de 24 heures, oui. Après, le chat il rentre, il boite pas forcément tout de suite, mais si jamais on a un doute sur une morsure profonde ou si on trouve une plaie un peu importante, c'est toujours important, parce que chez le chat, ça s'infecte très très vite, parce que les dents sont pointues, sont longues, et donc ça injecte des germes en profondeur. Et comment est-ce qu'on peut voir les signes d'infection? Parce que chez l'homme c'est assez facile, on voit la plaie qui a un aspect des fois un peu purulent. Est-ce que c'est facile comme ça aussi chez l'animal de voir des signes d'infection? La même limite, c'est les poils, c'est-à-dire qu'il faut écarter les poils pour aller voir ce qui se passe. D'accord, ok. Et on peut prendre la température On peut prendre la température, mais il y a rarement, à part quand il y a un abcès, mais il y a rarement de la fièvre en fait. D'accord. Et la température, je le rappelle, c'est entre 38 et 39 degrés la température normale chez le chat et le chien. Très bien, oui, parce qu'on ne pense pas en effet, donc on n'est pas du tout chez la même température que chez l'homme. Oui, tout à fait, parce qu'aussi chez le chat, les morsures d'emblée, il peut y avoir aussi des fractures en dessous, parce que des fois les morsures sont tellement importantes. Alors je sais pas si c'est chez le chat, ça arrive souvent, mais j'ai déjà vu moi des morsures de chien où l'animal avait mordu tellement fort qu'il y avait des fractures en dessous, où là on est sur des fractures plus complexes, à haut risque infectieux. Et je sais pas si c'est des choses que tu vois chez les animaux entre eux aussi. Alors chez le chat, non. Parce que la puissance de la mâchoire n'est pas suffisante, ça fait des gros dégâts, mais c'est très peu puissant, donc pas de gros dégâts en profondeur. Chez le chien, bien sûr, c'est la même chose. Ouais. Il peut y avoir des chiens qui mordent des zones tellement de façon puissante que ça peut éventuellement détruire les tissus. Déjà les tissus mous, avec quelquefois des destructions de tissus qui vont apparaître au bout de quelques jours seulement, mais aussi des fractures. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les chiens qui mordent le plus? Comme vous le savez, il y a, dans l'esprit collectif, il y a des chiens de catégorie, c'est des chiens qui sont censés être agressifs, mais ce sont très loin les chiens qui mordent. Le moins souvent en fait, les chiens qui mordent le plus, il y a eu des études statistiques qui ont été montrées en France, la première race, celle qui mord le plus, c'est le berger allemand, suivi de très près par le labrador, et ensuite par d'autres races qui sont des races absolument courantes. Et pourquoi ces chiens mordent le plus? Tout simplement parce que ce sont des chiens dits gentils,
D'accord. Et donc on se méfie beaucoup moins et on fait beaucoup plus d'erreurs dans le comportement avec eux qui génèrent des morsures. Un labrador, c'est un chien gentil, donc on le fait vivre avec des enfants. Et comme il vit avec des enfants, il a plus de chances de mordre que s'il vivait avec des adultes qui connaissent le comportement canin. D'accord, ok. Et peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les catégories pour les chiens? Bien sûr, il y a 2 catégories. Ça, c'est la loi qui a décidé qu'il y avait certains chiens qui rentraient dans les catégories. La catégorie 2, c'est les chiens dits de défense, qui sont des chiens type American Staff, Rottweiler, Bull Mastiff, etc. Et puis la catégorie 1, ce sont les mêmes races qui sont pas LOF, c'est-à-dire qui sont pas enregistrées au livre des origines françaises, qui n'ont pas de pédigré, tout simplement. Merci beaucoup Sébastien. Donc pour conclure, les morsures de chiens sur l'homme ou sur les animaux, c'est des morsures qui sont à haut risque infectieux, qui nécessitent quand même une consultation assez souvent au niveau de professionnels de santé ou de vétérinaires. Et donc dans ces situations-là, il va falloir donc débuter des antibiotiques assez rapidement. Voilà, donc j'espère vraiment beaucoup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse et les sujets éventuellement que vous aimeriez qu'on traite ensemble, parce qu'on a déjà quelques idées, mais je pense que vous en avez peut-être également. Bon, on en a pas parlé dans la vidéo juste, mais derrière, il y a Maïka qui est derrière nous. Qui va très très bien, là qui est en train de se reposer, donc elle n'est pas en arrêt cardiaque pour faire le lien avec la précédente vidéo. Voilà, elle va très très bien. Voilà, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en commentaire pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine et encore. Bientôt. Merci Sébastien, salut.